Bien, bonjour à tous et à toutes, et merci de vous être inscrits à cette matinale consacrée à l'évolution de la formation professionnelle et à la stratégie des organismes de formation. Comme vous le savez, la mutation n'est pas nouvelle, mais de nombreux indices tendent à nous montrer que des incontournables vont obliger, et ne plus simplement inciter, à opérer un virage. Donc c'est au regard de l'importance de ces changements que nous partageons pleinement avec Acto et que nous avons souhaité associer nos forces. Donc notre matinale s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences que nous avons intitulé Formation en mutation, qui est né d'un partenariat entre Amphore, le Cariforef de Bourgogne-Franche-Comté et Acto, opérateur de compétences, prenant racine dans un conventionnement entre Acto et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'objectif de ce partenariat est d'accompagner l'ensemble des organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté dans le développement d'une offre de formation prenant en compte les évolutions du monde de la formation professionnelle et les caractéristiques inhérentes au territoire régional. Donc historiquement, la convention entre le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et Acto a été contractualisée suite à une enquête qui a été réalisée en 2020 par Acto auprès de ses adhérents et qui a mis en lumière différents constats. Le premier constat est celui d'un secteur qui connaît de profondes mutations avec le décret qualité, avec la loi de 2018. Le second constat qui a pris racine, donc forcément dans le contexte sanitaire Covid, est celui d'une accélération de la digitalisation, du distanciel, de l'innovation pédagogique. Et le dernier constat est celui de l'émergence d'un environnement qui est de plus en plus concurrentiel au sein des organismes de formation. Tous ces constats ont donc un impact commun, à la fois sur les compétences des salariés relevant des organismes de formation et sur les obligations et la stratégie des organismes de formation. Donc tout ce travail qui a été mené puis partagé avec le Conseil régional a abouti en 2021 à une contractualisation qui vise à accompagner le développement des compétences des salariés, des entreprises, organismes de formation. La convention signée avec le Conseil régional va s'articuler autour de 4 axes, dont un qui consiste à informer et animer des réunions à destination des organismes de formation sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, co-animé avec Amphore et qui porte sur des thématiques clés. Cet axe de la convention va viser l'intégralité donc des organismes de formation, dont ceux qui ne relèvent pas forcément du champ de compétences ACTO, comme a pu le préciser Christine juste avant. Ce cycle de conférences va donc s'inscrire dans le cadre du déploiement de cet axe de la Convention. On va donc vous proposer sur l'année une série de 5 conférences à distance et une conférence en présentiel en novembre 2024, donc sur différentes thématiques. Les 5 thématiques à distance sont celles que je vais vous citer juste après. Donc l'évolution de la formation et de la stratégie des organismes de formation. Donc c'est la conférence qui nous réunit aujourd'hui. L'évolution des attentes des publics et des commanditaires qui aura lieu donc en mars, le déploiement de la modalité AFEST avec via donc des témoignages régionaux en mai, l'intégration de la multimodalité dans les parcours de formation en juillet et les enjeux de la démarche d'évaluation en septembre. On a réfléchi donc cette série de conférences comme un cycle et tous les intervenants qui vont pouvoir intervenir lors de ces conférences ont travaillé ensemble afin de pouvoir proposer justement des contenus qui vont être complémentaires et qui vont avoir comme fil conducteur les besoins du territoire. Donc le contenu qui vous sera proposé pourra parfois percuter des réalités établies et de fait donc ouvrir des débats. Juste pour rappeler quelques consignes au vu du nombre de participants et d'inscrits à cette conférence, on va vous inviter à poser vos questions à l'écrit. On prendra le temps d'y répondre à des instants dédiés en fin d'intervention de chacun de nos intervenants du jour. Et à la fin, on aura un temps également, si vous avez des questions un peu plus générales sur les 3 intervenants. Si besoin, on vous appellera à monter sur scène afin de détailler ou d'approfondir un petit peu votre question. Bien entendu, on vous transmettra le replay du webinaire dans un second temps afin que vous puissiez le regarder à nouveau ou le partager avec vos collaborateurs. Et en tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On va désormais donc démarrer avec l'intervention de Xavier, de Christelle et de Marie-Hélène qu'on va vous laisser, laisser se présenter. Bon webinaire à tous. Et merci à Christine, merci à Cécile. On va donc chacun se présenter au fur et à mesure de notre apparition sur la scène, puisque c'est la formule consacrée là, sur ce logiciel-là.
En ce qui me concerne, Xavier Marchand, je suis psychologue du travail, je travaille chez Didaction Conseil, qui est l'une des filiales du groupe Amnios, et ce groupe s'occupe particulièrement de faire de l'analyse, de l'évaluation de politiques publiques, notamment dans l'emploi, la formation, l'insertion et le handicap. Tout de suite, on va se lancer dans la thématique du jour. La thématique du jour, c'est une conférence d'ouverture. Donc, dans cette conférence, qu'on vous propose de faire, c'est de balayer un certain nombre de sujets qui, par la suite, seront détaillés, développés par les intervenants que Cécile a cités. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se fait une sorte de 360 degrés des sujets, et puis ensuite, on va faire des zooms sur certains points qui nous semblent être des points importants à creuser. Et donc, c'est l'objet du cycle de webinaire avec une apogée en novembre où on va se retrouver en vrai. Ça fait du bien aussi de se retrouver en présentiel pour se voir, parler ensemble de la fin de ce cycle-là. Je commence par vous dire deux choses. D'une part, c'est que je viens de vous dire que je suis psychologue du travail. Il y a deux grandes familles dans les psychologues du travail. Il y a une famille qui s'occupe particulièrement de la santé, des risques psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques. C'est pas ma famille à moi, c'est des professionnels qui sont très bien, avec qui je travaille très régulièrement. Mais dans ma famille de psychologie du travail, on s'occupe plutôt de tout ce qui est développement des individus au travail. Comment on fait, vous, comme nous, pour nous développer à l'intérieur du travail, dans l'espace-temps du travail. Et c'est parce que je fais partie de cette famille-là, de professionnels en psychologie du travail, que je suis très impliqué dans les affaires de conduite du changement, et d'apprentissage. Voilà. Donc, apprentissage au sens de apprendre, au sens de l'apprenance. Voilà. Toute conduite du changement nécessite d'apprendre. Et lorsqu'on parle de développement d'un individu dans son travail, on parle également d'apprendre au travail, de se développer dans son travail en apprenant au travail. Je voudrais d'abord vous parler d'un effet qu'on voit bien depuis une quinzaine d'années, un effet qui touche particulièrement le monde de la formation, et je vais m'arrêter sur cet effet avec plusieurs diapos pour vous brosser un premier tableau de ce qui va être développé ensuite. L'effet, je l'ai appelé effet bumper parce que dans mes jeunes années, j'ai pratiqué le flipper, et quand la boule du flipper arrive sur des bumpers, en fait, ça fait ding, 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 ding. Ça veut dire que ça rebondit sur des petits plots qui sont de couleurs. Là, j'ai mis de couleurs rouge, orange et vert. Ça fait beaucoup de points. Et en fait, ça fait beaucoup de points parce que ça vient rebondir sur les différents plots. Cet effet-là, on pourrait l'appeler l'effet rebond. On pourrait donc prendre comme image le fait que dans ce monde de la formation, il y a un phénomène qui vient par répercussion vous impliquer dans des changements, dans des tendances dans lesquelles le monde de la formation, mais pas que, c'est-à-dire indirectement également celui des industries, celui de la fonction publique, celui des entreprises petites et moyennes, par répercussion, va toucher les organismes de formation. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça l'effet bumper, c'est-à-dire un effet qui, par rebond, vous implique dans des tendances et dans des phénomènes que nous sommes en train de connaître depuis une dizaine d'années et qui sont en train de s'accélérer. On va en voir trois grands effets rebonds.
Le premier, celui qui concerne directement la formation. Le deuxième, celui des 3 transitions, Cécile en a déjà parlé, et celui des mutations sociétales. Pour comprendre pourquoi je suis rentré par cet angle-là, c'est la façon dont on a réfléchi avec Amphore et Acto, qui est de dire, plus on comprend son environnement, plus on a des marges de manœuvre, des marges de liberté à l'intérieur de cet environnement, moins on comprend son environnement, plus on le subit. Si vous êtes en train de réfléchir à ce qui se passe dans votre organisme de formation, mais ça s'applique également à d'autres structures, d'autres organisations de travail, en termes de modèle économique, en termes de flux, en termes d'attractivité, comment se fait-il qu'on arrive ou qu'on n'arrive pas à attirer de nouveaux talents chez nous? Plus vous allez comprendre votre environnement, plus vous allez avoir la capacité d'anticiper et d'avoir des marges de manœuvre pour piloter votre entreprise et piloter votre activité. Ce cycle-là de webinaire avec une apogée en novembre, c'est justement une manière de comprendre son environnement et notamment une manière de se questionner pour se remettre en cause dans son fonctionnement. Donc, 3 grandes thématiques que je vais plus ou moins développer parce qu'il y en a une partie qui sera développée également par mes collègues. La première thématique, c'est celle du monde de la formation qui est impacté, vous le savez très bien, non seulement par des institutions comme France Compétences, Calliope, mais également des réformes, la réforme de la VAE, la réforme de structure Pôle emploi qui devient France Travail. Et je voudrais faire un zoom, parce que mes collègues vont bien travailler sur le sujet Calliope, le sujet VAE, les impacts de ces réformes-là et de ces réglementations-là. Je voudrais juste faire un zoom sur France Compétences en disant la vocation de France Compétences déjà maintenant et dans les années à venir, et vous voyez bien que les organismes certificateurs sont en train de se prendre des murs en ce moment à ce sujet-là, ce n'est pas de multiplier le nombre de titres. Ce serait plutôt de devenir une banque de blocs de compétences pour qu'à chaque fois qu'il y a un renouvellement, France Compétences dise « Est-ce que vous êtes déjà allé voir dans les blocs de compétences existants ce qui pourrait vous servir à composer votre titre, votre CQP, et ne pas réinventer quelque chose qui existe déjà et qui fait déjà partie de programmes de formation et de parcours emploi-formation. Pourquoi? Parce que il y a 18 mois, lorsque j'ai travaillé pour les 40 CQP Sport avec un autre co qui s'appelle AFDAS, 40 CQP Sport, ça veut dire que lorsque on regarde le CQP épée, le CQP fleuret, le CQP sabre, le CQP sabre laser, France Compétences regarde l'organisme certificateur dans les yeux et lui dit « T'es sûr? CQP épée, fleuret, sabre, sabre laser, est-ce qu'à l'intérieur de ces CQP, il n'y aurait pas des blocs de compétences qui pourraient s'appeler concevoir une séance, qui pourrait s'appeler maintenir le matériel, qui pourrait s'appeler gérer sa trajectoire professionnelle? Pourquoi? Parce qu'il y a des animateurs sportifs, formateurs, animateurs sportifs, dans des petits clubs qui ont 10 heures d'épée par-ci et 20 heures dans un autre club et 20 heures et des événements sportifs avec des forums, des associations de temps en temps dans ce club-là, et que pour avoir un temps plein, ça va être très compliqué pour lui.
s'il faut qu'il passe plusieurs CQP pour pouvoir avoir 10 heures par-ci, 20 heures par-là. Et donc, pour favoriser une horizontalité et une fluidité du marché de l'emploi, France Compétences va dire attention, on va privilégier une banque de blocs de compétences qui va être une banque de blocs communs à plusieurs types dans plusieurs filières de métiers afin qu'il y ait une plus grande fluidité sur le marché de l'emploi. Un autre effet bumper que vous voyez bien et que vous avez bien compris dans l'actualité de ce matin, de ces derniers jours, avec les agriculteurs, c'est que les agriculteurs, l'agriculture et l'agro-industrie est en train de comprendre que les lobbies ne vont plus faire rempart et qu'ils vont devoir se conformer aux réglementations européennes. Alors certes, il y aura certainement à revoir certaines rigidités administratives et on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément pratiques et qui prennent du temps et qui sont pas bien pensées, qu'il va falloir réformer, on est d'accord là-dessus. Simplement, il y a zéro chance pour que l'Europe baisse la garde sur les exigences réglementaires au niveau de l'environnement. Donc ça veut dire que lorsque dans les intrants, dans les produits, dans les réactifs qui sont utilisés dans l'agro-industrie, dans les équipements, il va falloir changer sa manière de faire. Nécessairement, par effet rebond, il va y avoir des impacts sur les organismes de formation à qui on va demander d'accompagner toutes ces filières qui vont être impactées par les réglementations numériques, énergétiques, écologiques, à faire ces transitions-là et à former leurs salariés. Je m'arrête sur une chaîne de valeur qui est une chaîne de valeur simple pour faire une illustration sur la métallurgie, que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau des opérations, que ce soit au niveau de la vente, du marketing ou du service client. Vous voyez sur ce schéma que l'automatisation des interfaces, c'est-à-dire piloter un automate avec une tablette. Hier, j'étais dans une industrie pharmaceutique, ils appellent ça le pupitre. Ben, ça veut dire que on va certainement avoir des blocs de compétences qui vont s'appeler conduite d'automate avec une interface numérique et qu'il ne va pas s'agir d'un bac pro ou d'un BTS ou d'un CQP. Il va s'agir d'un bloc de compétences qui va nous permettre, dans une activité, puisque c'est bien ça la définition du bloc de compétences, d'être autonome pour utiliser une intelligence artificielle, pour gérer du flux avec une tablette ou pour asservir un automate. Et puis, je voudrais terminer avec un dernier effet bumper, pas des moindres, puisque il est plutôt non pas réglementaire ou institutionnel, mais sociétal. Faites attention à la distinction entre social et sociétal. On reviendra sur ce thème-là de manière beaucoup plus développée le 5 mars lors de la prochaine conférence débat en webinaire. Mais les mutations sociétales, ça veut dire le rapport à. Social, ça veut dire le comportement d'un flux. Pourquoi les Français préfèrent aller en vacances à la mer plutôt qu'à la montagne? C'est de la sociologie, c'est-à-dire le comportement des flux. Là, quand on dit sociétal, c'est le rapport à, le rapport au travail, le rapport au temps, le rapport au collectif, le rapport au sens que je mets dans le travail par rapport à mon projet de vie. Et donc, ces mutations qui sont des mutations sociétales, vous voyez bien qu'elles vont impacter non seulement les entreprises privées, mais également les fonctions publiques qui sont actuellement en difficulté d'attractivité, avec des postes vacants non pourvus. Et toutes les entreprises et toutes les organisations de travail qui sont en ce moment en train de se poser des questions sur le pourquoi elles n'attirent pas ou elles ne fidélisent pas, vont devoir se poser la question des mutations sociétales du rapport au travail. Et donc, notamment la question de ce que tout individu considère comme utile
dans le travail, considère comme cohérent dans une organisation de travail et considère comme développant, c'est-à-dire sa capacité à se développer à l'intérieur de son organisation de travail et de son temps de travail. Voilà, donc ces affaires de qualité de vie au travail et ces affaires d'articulation entre vie pro et vie perso sont en train de questionner très fortement toutes les organisations de travail, notamment celles qui sont en pénurie de compétences, hein, et qui vont donc devoir réformer leurs organisations pour repenser la manière d'intégrer, d'accueillir, d'intégrer et de développer les individus dans le travail. Comme pour l'instant, ils ne savent pas le faire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en pénurie de compétences, ils vont se retourner vers les organismes de formation pour leur dire « aidez-nous à le faire, aidez-nous à nous réformer sur ces sujets-là ». Donc, j'arrête là pour le panorama. C'est une première façon de vous sensibiliser, de vous amener à ces sujets-là. On va, dans le reste du webinaire, non seulement dans celui-ci, donner la parole sur des points beaucoup plus précis concernant notamment le monde de la certification, du financement de la formation et de la réforme de la VAE, avec les deux collègues avec qui je travaille dans ce webinaire-là, mais également dans les autres webinaires, faire des zooms sur les points sur les sujets que vous a annoncé Cécile. Je m'arrête là pour l'instant et donc je laisse la place aux questions et remarques qui ont été déposées sur le chat. Alors, on a une remarque donc de Claire Pofadel qui nous dit que l'approche que vous avez détaillée, Xavier, ne nie-t-elle pas, la dimension métier qui renvoie à l'appartenance à une communauté, élément clé de l'implication. Oui, bien sûr, complètement d'accord. Complètement d'accord. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui nous a, quand je dis nous, c'est que en plus de mon boulot alors c'est pas en plus, c'est en parallèle. Mais enfin, dans le temps, dans les nuits et les week-ends, c'est un peu en plus. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai un contrat de recherche avec un laboratoire de recherche qui est en UMR entre le CNAM et Dijon. C'est un laboratoire de Dijonnais en didactique professionnelle. Dans les sciences du travail, nous n'avons pas eu beaucoup d'études au moment du Covid. Il y avait plein de commentaires à la radio, dans la presse, etc., mais il n'y avait pas d'études scientifiques. Depuis 18 mois, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus, des très intéressantes, qui nous donnent plein d'informations sur nos organisations de travail, sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce que les individus souhaitent et ce qu'ils ne souhaitent plus dans leur travail. Et notamment, cette question de communauté et de sentiment d'appartenance ressort très très fortement. Une anecdote, pas une anecdote, mais un phénomène qui a été très intéressant à travailler, c'est que lors des confinements, les individus qui étaient au travail se sont fait des réseaux, des groupes de conversation avec des WhatsApp et compagnie, et ils ont mis dans leur groupe de conversation des collègues de leur service, mais également des collègues qui n'étaient pas dans leur équipe et qui n'étaient pas dans leurs unités. Et ils se sont fait des groupes de conversation, non seulement pour se demander des nouvelles, comment tu vas, ça va avec les enfants, c'est pas trop dur, etc., etc., mais également pour se poser des questions, résoudre des problèmes de travail. Et il se trouve que donc, il y avait des communautés de pratique qui permettaient de débugger, de répondre à des problèmes, de répondre à des questions. Et il se trouve que ces communautés de pratique n'étaient pas isotopiques aux équipes et aux services. Et donc, ça échappait aux managers. Et donc, les personnes qui se mettaient dans le même groupe, ce sont des personnes, non seulement, on a appelé ça des communautés affinitaires, non seulement il y a des affinités entre les personnes, mais également il y a une légitimation qui est une légitimation professionnelle en disant, si je te mets dans mon groupe WhatsApp, c'est parce que tu as des connaissances et tu as de l'expérience dans ton travail
qui permet de te poser des questions et de débugger des problèmes. Et donc, on a vu apparaître des communautés de pratique qui n'étaient pas les communautés de l'organigramme, n'empêche que ces communautés ont été très efficaces. Elles ont permis de résoudre plein de problèmes et aussi de faire baisser la pression psychologique pendant le confinement. Et donc, ça nous a beaucoup intéressés de savoir ce que sont devenues ces communautés-là après le confinement. Est-ce qu'on a continué de se poser des questions et est-ce qu'on a continué de converser avec des professionnels qui n'étaient pas nécessairement dans mon équipe, mais qui sont jugés légitimes et utiles pour résoudre des problèmes. Donc, cette question-là, elle est extrêmement importante et je vous remercie d'avoir pointé ça. Il me semble que la façon dont les entreprises animent ou n'animent pas ces communautés, les laissent se développer ou essayent de les contrôler, est une vraie question dans les mois et dans les années à venir. Et nous n'avons pas d'autres questions pour le moment, Xavier. Eh ben, alors soit j'ai été complètement à côté de la plaque, soit j'ai été clair. Je vais plutôt essayer de croire à la deuxième hypothèse, mais c'est aussi logique parce que c'est un début d'exposition, quoi. Hein, c'est un début de tour d'horizon. Je voudrais juste, avant de donner la parole à Marie-Hélène, je voudrais juste dire que à la fois, il faut remercier, me semble-t-il, Amphore et Acto pour cette initiative qui me semble être une initiative qui est une initiative de prise de conscience, d'ouverture des esprits, des yeux, des oreilles sur des choses que vous connaissez. Hein, faut pas, voilà, hein, vous n'êtes pas en train de découvrir des choses. Et à la fois, il faut pas se cacher, on en a discuté ensemble en préparant ce cycle de webinaire, hein, il faut pas se cacher l'importance et la gravité de ce qui est en train de se passer. Des phénomènes dont je viens de parler en ce moment. Hein. Les agriculteurs, s'ils râlent, c'est pas pour faire joli. Hein. C'est vraisemblablement parce que, notamment pour les plus faibles, les plus petites exploitations agricoles et d'élevage, ça va avoir des impacts très importants. Ça va être pareil pour l'industrie, ça va être pareil pour le serviciel. C'est-à-dire nous, hein, quand je dis nous avec Christelle et Marie-Hélène, c'est-à-dire nous les consultants dans les cabinets conseils, c'est-à-dire vous dans les organismes de formation, ça va avoir ces affaires de transition numérique, énergétique, écologique, des impacts directs sur notre manière de travailler. Donc dans les cahiers des charges, de plus en plus les donneurs d'ordre, les financeurs vont demander quelle est notre virtuosité dans l'écologie, dans le gâchis de papier, d'électricité, etc., le gâchis d'eau, etc., hein, donc les transports, voilà. De plus en plus dans les cahiers des charges sont exigés d'être vertueux dans ces domaines-là, écologie, énergétique, numérique. Et donc, il va y avoir vraisemblablement, non seulement indirectement et indirectement, avec les entreprises qui vont être impactées, qui vont vous demander de les aider, de les accompagner, des effets, on va dire, très importants, hein, assez révolutionnaires, me semble-t-il, dans le monde de la formation. Ça fait pas tellement longtemps que je travaille, ça fait que 34 ans. C'est la première fois que je vois des phénomènes aussi impactants pour le monde de la formation. Donc, il faut à la fois qu'on se dise, c'est une initiative tout à fait opportune, ce cycle de webinaire, pour qu'on se mette bien en ordre de marche, et à la fois ne négligeons pas l'importance des sujets qu'on est en train de traiter. Voilà. Je passe la parole à ma collègue Marie-Hélène. Merci Xavier. Bonjour. Donc Marie-Hélène Coé, je suis consultante en droit de la formation professionnelle
et formatrice au sein du cabinet Boumindil et Consultants, qui donc, comme l'a expliqué Xavier, est aussi une filiale du groupe Amios, plutôt donc spécifique sur le droit de la formation. Donc, on va zoomer effectivement un petit peu sur les impacts de la loi Avenir professionnel, notamment en matière de financement de la formation. Donc, comme cela a été évoqué à la fois par Cécile et par Xavier, déjà, cette loi a eu des impacts très importants, hein. Vous êtes en première ligne, donc vous les avez sans doute mesurés depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de la loi à partir de janvier 2019. Des impacts importants parce que cette réforme a vraiment modifié complètement à la fois le paysage du système de formation professionnelle, les acteurs, les dispositifs, je vais y revenir, mais aussi les logiques de fonctionnement de ce système, hein. On a basculé dans une autre ère. À l'époque, on a parlé d'un Big Bang de la formation, mais avec 4 ans de recul, vous êtes mieux placé encore que moi, encore qu'on est aussi organisme de formation pour le savoir. Ça a quand même modifié beaucoup de choses. Ça a refondu donc le paysage des acteurs, mais pas seulement un changement de nom, hein. Les OPCA sont devenus par exemple des opérateurs de compétences. Ils ont perdu au passage la collecte, ils ont récupéré des missions de conseil, d'accompagnement des entreprises et des salariés de manière à pouvoir développer la formation. On a eu également des effets identiques avec les FONGECIF qui sont devenus les associations Transition Pro, mais qui ont perdu au passage le conseil en évolution professionnelle qui a été réorganisé d'une façon différente. La Caisse des dépôts et consignations, vous l'avez vu, qui a pris avec la monétisation du compte et la mise en place de la nouvelle plateforme Mon Compte Formation, une place quand même très importante dans le système de formation. Et Xavier en parlait tout à l'heure, France Compétences, Autorité nationale de régulation et de financement de la formation professionnelle, qui n'est plus du tout dans la même logique que le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, puisqu'on est passé d'une logique de gestion du financement de la formation par des paritaires, c'est-à-dire des partenaires sociaux représentant des employeurs et représentant des salariés, à une gestion financière par l'État d'abord, puisque France Compétences est une autorité nationale. Donc l'État a repris la main quelque part sur l'orientation des financements et la répartition des financements. J'y reviendrai tout à l'heure. Sur les dispositifs, vous avez dû le constater également, les choses ont beaucoup changé aussi, puisque outre la monétisation du CPF, il y a eu des nouveaux dispositifs qui sont arrivés comme la reconversion ou promotion par alternance, la Pro-A, qui a mis un petit peu de temps à se mettre en œuvre de manière opérationnelle, puisqu'il fallait des accords de branche pour définir les certifications éligibles, que tous les salariés n'étaient pas éligibles à Pro-A, ils ont modifié en plus en cours de route les textes, donc un dispositif assez complexe qui aujourd'hui fonctionne depuis l'année dernière, mais qui a mis, on va dire, 3 à 4 ans à se déployer de manière opérationnelle. La même chose sur le congé individuel de formation qui a disparu au profit du CPF de transition professionnelle. CPF de transition professionnelle qui, comme son nom l'indique, mobilise aussi d'abord les financements du CPF et ensuite, en complément, des financements complémentaires attribués par les associations Transition Pro. On verra dans quelle proportion, puisque là aussi, les budgets sur cette enveloppe ont été réduits par rapport à ce qu'ils étaient auparavant sur du congé individuel de formation. Et puis, le fameux plan de formation qui est devenu le plan de développement des compétences, mais sur lequel les financements mutualisés ont été réservés aux entreprises de moins de 50 salariés. Donc, au sein des opérateurs de compétences, les financements au titre du plan, en tout cas sur la contribution légale, sont réservés désormais aux entreprises de moins de 50 salariés. Donc, ça aussi, ça a rétréci à la fois le champ des entreprises qui pouvaient avoir accès à ces financements
et les enveloppes correspondantes ont été réduites également. Donc, dans les secteurs dans lesquels il n'y a pas soit de la contribution conventionnelle pour compléter ces financements légaux, soit des versements volontaires des entreprises, eh bien les entreprises autogèrent leur plan de formation, mais surtout autofinancent leur plan de formation. Et quand vous êtes une entreprise de 60 salariés, votre budget de formation, donc vous le versez quand même à l'opérateur de compétences. Vous avez une obligation, enfin maintenant c'est à l'URSSAF, vous avez une obligation de versement à l'URSSAF de votre contribution formation. Mais si vous voulez récupérer des financements, eh bien il faut aller sur d'autres enveloppes que sur le plan de formation, c'est-à-dire sur l'alternance, notamment les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage ou la PROA. Mais vous ne pouvez plus récupérer d'argent sur votre budget légal plan de formation. On a eu en parallèle, Cécile l'a évoqué, Xavier aussi, la certification Calliope qui est arrivée, c'est-à-dire le renforcement de manière plus globale des exigences de qualité de la formation. Alors ça avait déjà commencé avec le fameux Datadoc que certains d'entre vous connaissent sans doute et qui était un autre système de contrôle de la qualité mutualisé au sein des financeurs. Là, on est arrivé avec un système un peu différent puisqu'on va avoir un regard sur vos pratiques et sur vos process qui va être porté par des organismes certificateurs qui sont eux-mêmes certifiés par le COFRAC, donc un regard, on va dire, par un certain nombre d'organismes qui ne sont pas tous, qui n'étaient pas tous en tout cas au moment où ça s'est mis en place, aguerris à ce qu'est la formation professionnelle continue, à ce qu'est une action de formation professionnelle continue et à l'écosystème dans lequel elle se déroule, puisqu'on travaille quand même avec de l'humain et que donc on n'expertise pas forcément la qualité de la même façon que sur un process industriel. Donc là aussi, la mise en place de la certification Calliope a eu quelques ratés puisqu'on a vu des pratiques quand même assez différentes d'un auditeur qualité à l'autre. Les auditeurs, certains prenant en compte parce que connaissant bien l'action de formation et étant depuis plusieurs années déjà dans des processus de certification qualité d'organismes de formation, aborder les choses d'une certaine façon, et puis d'autres qui sont arrivés sur ce marché, puisque là aussi on parlait de l'ouverture à la concurrence tout à l'heure. Calliope, ça a été une vraie ouverture aussi sur un marché, et donc il y a des organismes qui se sont mis sur ce marché alors qu'ils n'étaient pas forcément spécialisés en matière de formation professionnelle. Donc une certification qui est en plus donc nécessite des audits réguliers, puisqu'on a un audit de surveillance quasiment au bout de 18 mois, entre 18 mois et 2 ans, et un audit de renouvellement sur une période de 3 ans. Vous avez normalement 3 audits, 3 ou 4 ans, puisqu'il y a eu des périodes transitoires, qui se sont renforcées, puisque récemment, vous l'avez peut-être vu, nous avons eu 2 nouvelles versions du guide de lecture du référentiel national qualité, une version en novembre 2023 qui a vraiment revu en profondeur le guide avec des exigences nouvelles, notamment sur les formations certifiantes, des exigences nouvelles en termes de niveau d'atteinte, du niveau sur les différents indicateurs et d'éléments de preuve qui peuvent être apportés, notamment sur les formations certifiantes, également aussi sur les formations en alternance ou la prise en compte des situations de handicap. Donc une V8 qui a été publiée à l'automne et début janvier, une nouvelle version à nouveau, c'est-à-dire la même mais complétée avec des exigences spécifiques relatives à la sous-traitance, puisque vous le savez peut-être en parallèle, les contrôles ont également été renforcés s'agissant de la sous-traitance d'organismes de formation qui sous-traitent des actions et notamment lorsque cette sous-traitance a lieu dans le cadre des actions éligibles au compte personnel de formation, puisque là aussi, il y a eu en parallèle un renforcement des exigences de la Caisse des dépôts par rapport au référencement des prestataires sur la plateforme
et un nouveau décret qui a renforcé aussi les exigences en matière de sous-traitance, c'est-à-dire que demain, d'abord, la sous-traitance sur la plateforme Mon Compte sera limitée, puisque un opérateur ne pourra sous-traiter qu'au maximum 80% du chiffre d'affaires qu'il fait sur la plateforme, mais il ne pourra pas sous-traiter la totalité des actions qui sont référencées sur la plateforme. Et les sous-traitants devront être certifiés Calliope, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, ils devront être certifiés Calliope lorsqu'ils interviennent sur les actions éligibles au compte. La sous-traitance, de manière plus générale, sur d'autres actions de formation, il n'y aura pas cette obligation, mais sur la plateforme Mon Compte, il y aura désormais l'obligation pour les sous-traitants d'être certifiés Calliope. Un autre décret a également renforcé le contrôle des financeurs. Les opérateurs de compétences ou les associations Transition Pro réalisaient des contrôles de services faits. Jusqu'alors, le contrôle était plutôt un contrôle de services faits et le volet qualité, on va dire, était traité via la certification Calliope. Et là, un décret a renforcé leur pouvoir de contrôle. Donc, les opérateurs de compétences, les associations Transition Pro et les autres financeurs pourront également mettre en place des contrôles qualité en parallèle de ceux qui sont mis en place par les audits Calliope. Donc, ça ne portera pas forcément sur la même chose. Ils pourront aussi mutualiser ces contrôles de la même façon qu'ils le faisaient à l'époque du Datadoc et faire appel éventuellement à des organismes externes pour réaliser ces contrôles. Tout ça, tous ces éléments ont abouti également à un recentrage des financements publics et mutualisés sur les formations certifiantes, puisque je vous le disais, les dispositifs ont évolué, les financements se sont resserrés, et notamment sur les dispositifs d'alternance et les dispositifs certifiants. Si on examine aujourd'hui un petit peu quel est le paysage du financement de la formation professionnelle en 2024, eh bien, on s'aperçoit que sur les formations non certifiantes, il ne reste quand même pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il reste des financements au titre du plan de développement des compétences, mais je l'ai dit tout à l'heure, il est réservé, en tout cas sur la contribution légale, aux entreprises de moins de 50 salariés. Au titre du FNE Formation, mais le FNE Formation est un dispositif provisoire, donc qui a été mis en place à la suite de la crise sanitaire et qui a été prolongé pour gérer les effets, les suites de la crise sanitaire et l'adaptation des compétences en lien avec les transitions qu'évoquait Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois les transitions numériques, la transition écologique, énergétique, etc. Donc, on a encore un peu de FNE formation cette année. Ça a été d'ailleurs prolongé sur le début d'année 2024, mais il n'est pas certain qu'en 2025, il y ait encore du FNE. Et pour le reste, eh bien, vous êtes systématiquement avec d'autres dispositifs sur des formations certifiantes, que ça soit des certifications du RNCP, on le voit dans ce tableau, qui, elles, sont éligibles à l'intégralité des dispositifs. Alors, des fois, avec des petites particularités, par exemple, sur la PROA, il faut qu'elle soit inscrite sur les listes de la branche. Pour que les certifications soient éligibles, il faut en plus qu'elles soient inscrites sur les listes qui ont été définies par la branche. Mais on va dire que les certifications RNCP sont éligibles à tous les dispositifs et donc à tous les financements. Les blocs de compétences dont a beaucoup parlé Xavier tout à l'heure et sur lesquels nous allons revenir après avec Christelle sont eux aussi éligibles à la plupart des financements, en dehors des contrats en alternance. Puisque sur les contrats en alternance, il faut en principe viser l'intégralité d'une certification professionnelle, que ce soit un diplôme ou un titre dans le contrat d'apprentissage ou un diplôme, un titre, un CQP dans le contrat de professionnalisation, avec une petite exception pour ce qu'on appelle la qualification reconnue par les classifications des conventions collectives, où on a eu un petit dispositif aussi de contrat de professionnalisation expérimentale qui a été mis en place par la loi de 2018 et qui permettait de construire des parcours sur mesure qui pouvaient associer des blocs de compétences, des certifications du répertoire spécifique. On était vraiment sur la construction, la notion de parcours
sur mesure, répondant aux besoins en compétences des entreprises. Ce contrat de professionnalisation expérimentale s'est terminé normalement à la fin 2023. Il devait être prolongé, mais il y a des discussions en ce moment au ministère, donc on verra s'il est prolongé, mais on va dire s'il ne l'est pas, en tout cas, seules les certifications RNCP et les qualifications reconnues par les conventions collectives continueront à être éligibles au contrat de professionnalisation. Donc, un panorama dont on voit qu'il est quand même vraiment recentré sur les formations certifiantes. Et quand on regarde en volume ce que cela représente par rapport à l'attribution de la contribution des entreprises et à la redistribution de la contribution des entreprises sur les différents dispositifs, qui, je vous le rappelle, est faite chaque année par France Compétences, comme l'évoquait Xavier tout à l'heure. Et donc là aussi, on peut avoir une variation d'une année à l'autre de l'affectation de cette contribution sur les différentes enveloppes, sur les différentes parties du camembert que je vous ai représenté là. Eh bien, si on regarde ce qu'il en est, par exemple, pour 2024, puisque France Compétences a publié dans une délibération en fin d'année les répartitions prévisionnelles de la contribution des entreprises, des financements qui sont issus des contributions des entreprises en direction des différents dispositifs, eh bien, on s'aperçoit qu'on est à 87%, c'est-à-dire si on additionne les fonds de l'alternance, les fonds du compte personnel de formation et les fonds les 4% et les fonds du projet de transition professionnelle, excusez-moi, du CPF de transition, on est à 87% sur des formations certifiantes. Donc 87% des financements qui redescendent aujourd'hui de la contribution des entreprises auprès de France Compétences et ensuite auprès des opérateurs de compétences et des associations Transition Pro sont fléchés sur des formations certifiantes. Donc ça, c'est un changement important. Vous le mesurez sans doute dans vos organismes. Si vous étiez déjà uniquement sur des formations certifiantes, ça ne change pas grand-chose pour vous. Mais par contre, si vous étiez plutôt sur de la formation courte, multisectorielle, sur mesure, en réponse à des besoins précis des entreprises, mais pas nécessairement certifiants, eh bien là, vous vous apercevez qu'il y a sans doute des difficultés de financement, puisque les entreprises, les petites entreprises peuvent encore, elles, faire appel au fonds du plan de développement des compétences pour financer ce type de formation. Mais les plus grandes doivent l'autofinancer. Et dans un certain nombre de cas, elles exigent quand même qu'il y ait à la fin, à minima, une certification, alors soit du répertoire spécifique, je vais laisser Christelle ensuite vous présenter les différentes catégories de certification, mais soit du répertoire spécifique à minima, et on a vu pas mal de choses, pas mal de dépôts auprès du répertoire spécifique ces dernières années, justement pour rendre certifiantes des formations qui n'étaient pas, soit auprès du répertoire national des certifications professionnelles, avec effectivement les blocs de compétences qui prennent tout leur sens par rapport au fait de devoir accéder à des financements pour financer les formations qui mènent à ces certifications. Voilà un petit peu pour le panorama des financements. Je compléterai tout à l'heure, puisque outre la loi de 2018, on vient d'avoir une autre réforme importante et qui va changer aussi le paysage de la formation et l'offre de formation. Mais je vais d'abord répondre à vos questions. Et non, je vais laisser Christelle enchaîner. Nous répondrons aux questions à la suite de son intervention. Je vais laisser Christelle vous expliquer ce qu'il en est des formations certifiantes. Merci beaucoup. Donc, Christelle Sherba du cabinet CG Conseil, filiale du groupe Ameos également, donc spécialisée dans l'ingénierie de la certification. Donc, ravie d'être avec vous ce matin. Pour reprendre des éléments, en tout cas, dont nous a parlé Marie-Hélène juste avant, c'est-à-dire comment, ce que sont véritablement les formations certifiantes selon la loi et le Code du travail. Donc, ce sont, pour les formations certifiantes, des formations sanctionnées, soit
par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles qui sont en lien avec un ou plusieurs métiers. Donc, c'est vraiment la définition d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP et qui sont obligatoirement organisées, structurées en blocs de compétences, dont on verra la définition juste après. Donc, certification enregistrée au RNCP. Également, les formations sont certifiantes par l'acquisition d'un bloc de compétences d'une des certifications enregistrées au RNCP présentées précédemment. Donc, un bloc de compétences est une unité de certification si la certification qu'il apporte est enregistrée au RNCP. On peut avoir également en formation certifiante une certification qui est enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences, donc qui reconnaît une mission, une activité qui peut être qui va être enregistrée dans ce cadre-là. Et toutes ces certifications permettent l'obtention de ce qu'on appelle un parchemin, donc une attestation qui permet de préciser que le candidat qui a postulé et qui a été évalué et validé pour cette certification obtient bien cette certification. Quelle que soit la certification, elle est reconnue à vie. Pour le coup, c'est une certification qui est reconnue pour tous les candidats. Même pour les blocs de compétences, ils ne sont pas reconnus pour une durée spécifique. C'est vraiment le même usage. En revanche, pour toutes les autres formations qui ne sont pas des formations certifiantes, elles ne peuvent faire l'objet que d'une attestation qui permet de définir ce qu'a pu valider en tout cas le candidat et que peut prévaloir le candidat, mais ce ne sera pas une formation certifiante pour autant. Ce sont ces trois éléments qui permettent, qui font partie des formations certifiantes. Cas particulier, des formations, on parle de diplômantes aussi, donc ce sont des formations certifiantes, donc enregistrées au RNCP, qui le sont par les ministères, principalement en tout cas. Concernant les blocs de compétences dont on précisait la définition, voilà, qui est là à ce jour, donc toute formation certifiante, donc certification professionnelle enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences qui sont des ensembles homogènes et cohérents de compétences qui permettent un exercice autonome d'une activité professionnelle spécifiques et qui peuvent être évalués et validés de façon indépendante. Donc, on peut valider, comme le précisait Marie-Hélène Xavier, de façon indépendante une unité de certification en lien avec un métier visé. Pour les certifications enregistrées au répertoire spécifique de France Compétences, on exclut complètement la déclinaison de ces certifications en bloc de compétences. C'est une unité seule et unique, une certification enregistrée au répertoire spécifique qui correspond à une activité, une mission particulière ou qui peut correspondre à des compétences complémentaires à un métier existant. Donc vraiment, on est dans ces données attendues dans ce cadre-là. Si les certifications, et ça c'est un point important, qui correspondent à un métier ne sont pas structurées en blocs de compétences, ces certifications ne pourront pas être enregistrées au RNCP. C'est vraiment une exigence incontournable pour un enregistrement au RNCP, pour avoir vraiment ce découpage et ces éléments constitutifs de chacune des certifications enregistrées au RNCP. Pour vous présenter les différents types de certifications professionnelles existantes, sur votre gauche, vous avez les certifications qui sont enregistrées au répertoire national sans eux des certifications professionnelles, donc le RNCP.
On a dans cette catégorie de certification professionnelle enregistrée au RNCP les diplômes et titres professionnels délivrés par l'État. Donc, donc, ce sont les ministères certificateurs qui octroient la certification aux différents candidats qui la passent, que ce soit l'Éducation nationale, le ministère de l'Emploi, le ministère en charge de la Santé, en charge des sports, hein, que l'on a pu identifier tout à l'heure. Donc, ce sont des certifications délivrées par l'État, les diplômes et titres professionnels. Dans la catégorie des certifications professionnelles enregistrées au RNCP, on a également les titres à finalité professionnelle qui, eux, sont délivrés généralement par un organisme de formation, un réseau d'organismes, une structure qui développe une certification en lien avec un métier ou des métiers et qui correspondent à un besoin qui n'est pas obligatoirement couvert par les diplômes et les titres professionnels existants. Donc, qui font partie, en tout cas, qui correspondent à une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles. Autre objet de certification, ce sont les certificats de qualification professionnelle ou CQP, qui, eux, sont délivrés par une branche professionnelle, donc une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle d'une branche professionnelle qui sont représentés à la fois par les représentants des entreprises et les représentants des organisations syndicales représentatives de la branche, qui, au regard des certifications et du panorama de certification existantes, ont créé une certification sur un métier donné lorsque les autres certifications ne couvrent pas le besoin spécifique. Donc, on a aussi ces certifications existantes qui constituent les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles et qui sont structurées pour répondre aux attentes de France Compétences en référentiel d'activité, référentiel de compétences et de certification, donc comment on évalue et comment on certifie les personnes selon un cadre identifié, et le référentiel de compétences sont organisés donc véritablement en blocs de compétences. C'est un impératif que l'on retrouve. Différence que l'on peut retrouver, les titres à finalité professionnelle, les CQP, donc les certifications qu'on retrouve présentes ici, font l'objet d'une demande d'enregistrement au RNCP. On voit la difficulté que ça représente, hein, Xavier en a un petit peu parlé tout à l'heure, et sont présentées en commission de certification de France Compétences et doivent démontrer leur qualité, hein, de leur démarche et l'ensemble du référentiel qui correspond bien à une attente des entreprises du secteur visé. Pour les diplômes et titres délivrés par l'État, il y a une commission professionnelle consultative qui va analyser ces éléments. Et ensuite, les certifications sont enregistrées de droit au RNCP. Donc, on a cette différence, en tout cas, identifiée. Pour autant, les principes sont communs dans le cadre juridique, où on a vraiment les mêmes attentes qui vont être, en tout cas, les mêmes attentes pour chacune de ces certifications. Certification enregistrée au RNCP sur des métiers. On a également des certifications qui sont enregistrées au répertoire spécifique de France Compétences, donc deux répertoires différents, un répertoire spécifique qui reconnaît des certifications plutôt en lien avec une mission, une activité, des compétences complémentaires à un métier déjà certifié, qui existent, qui demandent également des exigences en termes de
qualité du référentiel, qualité de la démarche que prendra le certificateur et qui sont enregistrés au répertoire spécifique qui peuvent émaner soit d'organismes de formation, de ministères, de branches professionnelles qui souhaitent enregistrer une certification, de chambres consulaires qui développent ces certifications. Et on a des certifications qui existent aussi, je pense que vous les connaissez, certification CLEA, soit CLEA numérique, CLEA management, qui ont un socle de connaissances et de compétences professionnelles qui, eux, sont délivrés par CertifPro et par délégation développée par des branches professionnelles qui s'en sont emparées pour permettre une validation d'un premier socle de connaissances et de compétences pour pouvoir rentrer dans un métier ou pouvoir se développer dans le milieu professionnel. Une petite exception particulière, ce sont les CQP qui peuvent être à la fois, en fonction de la demande de la branche professionnelle, être enregistrées au RNCP parce qu'elles correspondent à un métier et elles seront organisées en blocs de compétences. On peut avoir aussi des CQP qui sont enregistrés. Il y en a peu, qui sont enregistrés au répertoire spécifique sur une mission très particulière en lien avec un métier. On en a moins, mais ça existe aussi. Donc, vous pouvez être en contact avec ce type de certification. Donc, certification enregistrée au RNCP, certification enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences. Dans cette démarche, les points communs de ces certifications sont vraiment que le certificateur puisse démontrer pour enregistrer ces certifications une utilité économique et sociale. Donc, de vérifier que cette certification et de démontrer que cette certification a une valeur d'usage. Donc, elle est utilisée par des entreprises, elle est pertinente puisqu'elle est utilisée par des entreprises et qu'elle est complémentaire à des certifications déjà existantes. Donc, l'utilité économique et sociale est un critère incontournable pour enregistrer une certification. Donc, il faut qu'on ait un nombre de personnes titulaires suffisantes pour démontrer cette valeur d'usage. Le certificateur, donc celui qui va enregistrer la certification, doit aussi démontrer la démarche qualité qu'il a développée et qu'elle est pertinente au regard des attentes de France Compétences, donc que ce soit la qualité du référentiel, le référentiel lié à l'activité, aux compétences, aux certifications pour le RNCP et un référentiel de compétences et de certification pour le répertoire spécifique. Un autre élément incontournable pour les certificateurs, c'est de pouvoir démontrer en tout cas démontrer qu'ils possèdent un pilotage de la démarche d'évaluation et de délivrance de la certification bien ancré et détaillé et formalisé, en tout cas, lors de cet enregistrement, que ce soit à la fois sur la mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation, donc comment on va évaluer les candidats et qu'on s'assure qu'ils soient évalués de la même façon, pour permettre aussi de démontrer que la démarche qualité est pertinente, les organismes certificateurs vont démontrer aussi leur méthode d'habilitation des organismes de formation partenaires, donc qui vont pouvoir former et ou évaluer les candidats selon la démarche du certificateur, donc de démontrer cette habilitation, le renouvellement de l'habilitation, le contrôle de ces organismes partenaires et de pouvoir aussi piloter l'ensemble de ce réseau de partenaires pour s'assurer qu'il soit toujours efficace, efficient dans cette démarche. Un des éléments importants aussi pour l'organisme certificateur qui permettra
d'enregistrer sa certification, c'est de pouvoir identifier le positionnement de sa certification au regard de l'offre de certification existante et d'analyser les correspondances et équivalence entre certifications. C'est de pouvoir identifier, si on a des blocs communs avec d'autres certifications, c'est ce dont parlait Xavier tout à l'heure, que l'on puisse identifier les points communs ou les divergences que l'on va rencontrer sur l'offre de certification existante au regard de la certification que l'on veut enregistrer, et donc de faire ce travail d'analyse, en tout cas, de ces éléments correspondants ou différenciants, en tout cas, pour avoir véritablement un panel de blocs de compétences existants qui pourront être définis par France Compétences et reconnus en tant qu'organisation complète, en tout cas, des certifications. Donc, toujours ces éléments incontournables pour enregistrer les certifications, avec des spécificités et des différences que l'on peut identifier, à savoir pour les certifications enregistrées au RNCP en termes de synthèse. En effet, ces certifications concernent un ou des métiers visés. On aura un niveau de qualification identifié pour chacune des certifications enregistrées au RNCP. Il y a une accessibilité à la VAE et donc le certificateur présente sa démarche liée à la VAE, dont Marie-Hélène parlera aussi également juste après. Une construction en bloc de compétences obligatoire qui peut permettre une validation partielle et à développer dans le temps pour chacun des candidats, donc construction en bloc de compétences. Une durée d'enregistrement qui est de maximum 5 ans au RNCP de France Compétences, avec une moyenne qui est plutôt de 3 années d'enregistrement. Certaines certifications ne sont enregistrées que pour 1 année au regard de la commission d'évaluation. Et en termes de suivi et de valeur et d'utilité économique, de valeur d'usage de sa certification, le certificateur doit suivre les candidats qui ont obtenu leur certification sur au moins 2 promotions, c'est-à-dire des années civiles que l'on peut rencontrer, donc au moins 2 promotions, et de suivre ces candidats et de vérifier leur statut à l'issue de 6 mois après l'obtention de la certification et de 2 ans. Donc, de pouvoir identifier pour 2 promotions au moins le devenir de ces certifiés, de pouvoir identifier s'il y a un taux d'insertion important et s'il y a une évolution de ces candidats. Pour une certification enregistrée au répertoire spécifique, ce que je vous disais, l'objet de cette certification, c'est véritablement concerne une activité, une fonction, une obligation légale ou réglementaire. On a des habilitations enregistrées au répertoire spécifique et des compétences transversales, en complément d'une certification existante aussi. On n'identifie pas de niveau de qualification dans ce cadre et il n'y a pas d'accessibilité par la validation des acquis de l'expérience. On n'est pas sur un métier à ce sujet. En revanche, il est possible d'individualiser les parcours pour chacun des candidats qui permet un accès facilité à cette certification. Pas de construction en bloc de compétences et avec une durée d'enregistrement maximum de 5 ans, comme pour les certifications RNCP. Un suivi de cohorte n'est pas obligatoire. En revanche, pour les certifications enregistrées au RS, on doit identifier le nombre de titulaires, ce qui permet d'identifier aussi et de démontrer l'utilité économique et sociale de ces certifications. Pour vous présenter les points communs et les différences entre ces différents objets de certification. Donc,
avec Marie-Hélène, nous sommes toutes oui pour répondre et on est bien sûr présentes pour répondre à vos questions et vos remarques. Et il y en a visiblement plusieurs. Marie-Hélène, je vous laisse peut-être. Vous voulez que je vous lise les questions quand même ou Oui, je veux bien, parce que j'étais en train de remonter le fil. J'ai vu qu'il y en avait Oui, plusieurs, oui. mais je n'ai pas regardé dans le détail. Donc, allez-y. Alors, on a une première question donc, de Delphine Clonier qui demande ce qu'est la reconversion par alternance que vous avez évoquée plus tôt. La Pro-A. Alors, la promotion ou reconversion par alternance est un dispositif donc, qui a été créé par la loi de 2018 qui a remplacé, mais sans la remplacer, la période de professionnalisation. L'idée, en fait, c'est le principe d'un contrat de professionnalisation, mais pour des salariés qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, c'est une formation qui doit se dérouler en alternance entre des périodes en organisme de formation ou en service de formation interne structuré, mais on va dire des périodes de formation théorique et des périodes de mise en application pratique de la même façon que dans un contrat de professionnalisation. Et ce dispositif donc doit viser, enfin le salarié qui se forme dans le cadre d'une PROA doit viser l'obtention d'une certification inscrite sur les listes définies par la branche professionnelle, puisque chacune des branches, en fait, a défini des listes de certifications qui sont éligibles à ce dispositif et qui correspondent à des métiers, soit en tension de recrutement, mais surtout en évolution rapide des compétences, c'est-à-dire ce sont des métiers qui sont exposés à des évolutions rapides de compétences et sur lesquels les partenaires sociaux ont considéré qu'il était nécessaire de se former ou en tout cas de flécher des financements sur ces dispositifs. Donc tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif, il faut qu'ils ne soient pas diplômés au niveau licence, c'est-à-dire qu'ils aient au plus un bac+2, qu'ils visent donc une des certifications éligibles sur la liste et il faut signer un avenant au contrat de travail, mais qui se matérialise par un formulaire CERFA de la même façon que pour le contrat de professionnalisation et qui est déposé, enregistré auprès de l'opérateur de compétences. Je pense que sur le site d'Acto, vous devez avoir une fiche ou une page, en tout cas, qui explique ce qu'est la Pro-A, la reconversion ou promotion par alternance. Donc, je pense que vous pouvez vous reporter pour plus de détails au site internet d'Acto et vous aurez sans doute aussi accès aux listes qu'ont fixées les branches professionnelles pour voir un peu les certifications qui sont concernées et qui du coup sont différentes dans chaque branche, puisque ça vise vraiment des métiers qui sont soumis à des évolutions ou à un risque d'obsolescence des compétences dans la branche professionnelle. Donc voilà, ce qu'il faut retenir si on veut être simple, c'est la Pro-A, c'est un contrat de professionnalisation pour des salariés qui sont déjà en poste, c'est-à-dire qu'il y a une période pendant laquelle ils vont se former en alternance sur un métier qui a été visé par la branche. Alors, ça peut notamment favoriser des mobilités internes, des évolutions internes. Donc, ça peut concerner des entreprises, soit qui sont en réorganisation, comme l'évoquait Xavier tout à l'heure, et qui, du coup, vont devoir réorganiser l'entreprise et donc faire évoluer des salariés ou reconvertir des salariés sur des métiers qui n'étaient pas forcément leur métier d'origine. Donc, on peut mobiliser la Pro-A pour de l'évolution professionnelle, pour de la mobilité interne, de la reconversion interne, ou simplement des salariés qui, par exemple, exercent un métier, mais n'ont pas à ce jour de certification en lien avec le métier qu'ils exercent et que l'employeur souhaite qu'il puisse avoir cette reconnaissance officielle, bénéficier d'un CQP, d'un titre, d'un diplôme en lien avec le métier exercé. Donc voilà un petit peu pour la Pro-A. Est-ce que j'espère avoir répondu à la question? Alors, nous avons une autre question de Raphaël Edelblut qui nous demande « Pouvez-vous nous confirmer que le contrat de pro expérimental n'est pas reconduit en 2024 et quelles en sont les raisons ?» Alors non, je ne peux pas vous le confirmer à ce jour.
Nous avons eu une lettre du ministre du Travail, un courrier qui a été adressé par le ministre du Travail aux opérateurs de compétences au mois de décembre, qui précisait que ce dispositif serait reconduit en 2024. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministre du Travail a changé entre-temps et que depuis début janvier, nous avons une nouvelle ministre du Travail. Et donc, ça n'était qu'un courrier, hein, il n'y a pas eu de texte, il n'y a pas eu de décret, etc. Et donc, d'après les déclarations du nouveau cabinet ministériel, ils sont en train d'étudier s'ils reconduiront ou pas ce dispositif en 2024. Donc, à ce jour, sauf si quelqu'un a des informations plus précises directement auprès du cabinet, mais moi, je ne peux pas vous confirmer, donc il faudra voir. De toute façon, si le dispositif est reconduit, nous aurons un décret, puisque cette expérimentation avait été fixée par décret et ça finissait en décembre 2023. Donc, s'il y a reconduction, il y aura un décret. Par ailleurs, le décret qui a reconduit les aides à l'alternance, donc les 6 000 € qui sont versés en cas d'embauche d'un apprenti ou d'un jeune en contrat de professionnalisation, d'un jeune de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. Donc, il y a eu un décret qui a reconduit ces aides. Ce décret a pour l'instant exclu du bénéfice des aides les contrats de pro expérimentaux. Donc, voilà, il faut attendre la publication des textes. À ce jour, on ne peut pas dire si ça sera reconduit ou pas. Laure Boulot nous demande ensuite si Prodiat existera toujours en 2024. Ça, c'est plutôt une question pour Acto. Alors oui, pour le coup, le Prodiat existe encore en 2024 et je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers formation sur le terrain. Donc, on pourra vous donner dans le mail qui récapitulera un peu notre intervention du jour les contacts Acto. Après, pour les organismes de formation qui ne dépendent pas d'Acto, je vous inviterai à vous rapprocher de vos OPCO respectifs. Nous avons ensuite une question par rapport à la partie vert du camembert, Marie-Hélène. On nous demande s'il serait possible d'avoir donc le détail de la répartition alternance. Donc, on a eu 2 questions sur le sujet. Alors, je n'ai pas, la partie verte, elle représente, comme c'est indiqué à droite, 7,4 milliards d'euros sur 11 milliards d'euros. Qui est le montant prévisionnel, hein, c'est toujours un montant prévisionnel puisque France Compétences n'a pas à ce jour la somme exacte de la collecte. Ça représente donc 73% des financements issus de la contribution, 67% du total des financements, mais 73% des financements affectés à la formation des salariés, puisque dans le camembert, vous avez aussi la partie affectée à la formation des demandeurs d'emploi. Ce montant-là est ensuite réparti par France Compétences entre les différents opérateurs de compétences, qui eux-mêmes ensuite l'utilisent pour financer des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage et de la Pro A. Donc, on n'a plus aujourd'hui, comme on avait auparavant, une part identifiée affectée à chacun des dispositifs. On a une enveloppe globale que l'URSSAF reverse à France Compétences, que France Compétences réaffecte selon les dispositifs, alors quand même avec des indications, mais ça peut varier d'une année à l'autre. Il y a des variations possibles à la hausse et à la baisse, en tout cas en pourcentage. Et ensuite, c'est réfléchi vers les financeurs, donc en l'occurrence sur l'alternance, vers les opérateurs de compétences, qui, eux, en fonction à la fois des demandes des adhérents et des demandes de prise en charge, en fait, qui sont réalisées par les adhérents et des orientations de leur conseil d'administration, vont réfléchir cette somme sur des contrats de professionnalisation, sur des contrats d'apprentissage et sur de la ProA. Mais je ne peux pas vous donner le détail, alors à moins qu'Acto ait une idée plus précise de cette répartition. Mais en général, en début d'année, on ne dit pas il y a tant de pourcents pour les contrats de pro, tant de pourcents pour l'apprentissage. Ça dépend aussi du nombre de contrats dont la prise en charge est demandée.
Et je pense qu'il y a des points réguliers, trimestriels, par exemple, au sein des opérateurs de compétences pour voir, en fonction des demandes de prise en charge. Il y a quand même une part très importante sur des secteurs qui recourent beaucoup à l'apprentissage, par exemple. Il y a une part importante de ce verre qui part sur le contrat d'apprentissage et sur le contrat de professionnalisation dans une moindre mesure. Alors, je vous cache pas que moi, pour le coup, c'est pas du tout ma spécialité, donc je préfère ne pas m'avancer à vous donner une répartition qui serait pour le coup erronée. Donc, je préfère ne pas, pour le coup, vous donner de réponse à ce sujet et on reviendra vers vous si on peut vous apporter des précisions complémentaires, si ça vous va. Autre question, Madame Cluny nous demande quelle est la démarche pour certifier une formation auprès du RNCP, savoir s'il y a une personne référente pour aider les organismes de formation à ce référencement. Alors, pour pouvoir faire une démarche, en tout cas de certification auprès du RNCP, une étape incontournable est une étude d'opportunité qui permet vraiment d'identifier le secteur, le besoin des entreprises, les compétences, les besoins en compétences attendus des entreprises et le nombre de personnes qui pourraient être impactées par cette certification. C'est une première étape, puisqu'il faut démontrer en tout cas l'intérêt de cette certification au regard du secteur d'activité. Donc, c'est une première chose. On va également dans cette étude d'opportunité, identifier les certifications proches du métier que vous voulez, pour lequel vous voulez créer une certification, voir s'il existe déjà des certifications enregistrées au RNCP, si elles sont proches, si on peut avoir des blocs communs, comme on a pu l'identifier précédemment, en tout cas d'identifier si il est pertinent de créer cette certification au regard des certifications déjà existantes. Ça, c'est une étape incontournable d'une étude d'opportunité et de s'assurer qu'il y a un véritable besoin des entreprises. Cet élément-là est véritablement incontournable, en tout cas à ce sujet, absolument. En fonction de cette étude d'opportunité, soit on se dit il y a déjà des certifications et on se rapproche d'un certificateur pour identifier les possibilités de partenariat qu'il pourrait y avoir avec ce certificateur pour mettre en œuvre cette certification. Soit on souhaite la créer et on a toute la démarche d'ingénierie de certification associée, à savoir d'identifier, de donner une définition complète du métier en lien avec cette certification et de développer le référentiel d'activité, de compétences, les modalités d'évaluation, les critères d'évaluation permettant d'évaluer cette certification, de trouver une structure en bloc de compétences adaptées également pour pouvoir le déposer par la suite. Ça, c'est une partie de la démarche, étude d'opportunité qui permettrait après de présenter la note d'opportunité auprès de France Compétences, la certification en tant que telle et toute la démarche qualité du certificateur pour vraiment, comme je vous le précisais tout à l'heure, justifier et préciser ces méthodes permettant de s'assurer que la certification est mise en œuvre de façon conforme en tout cas aux exigences et aux attentes de France Compétences et de la loi. Donc on a vraiment ces éléments-là et ça ne suffit pas parce que pour enregistrer au RNCP, on doit démontrer aussi dans la valeur d'usage que les personnes qui ont obtenu la certification sont bien dans le métier visé. Donc, il y a tout ce temps, en tout cas, qui va être nécessaire pour mettre en œuvre cette certification sur 2 promotions et de vérifier au moins à 6 mois ce que sont devenus les titulaires de cette certification pour démontrer qu'ils sont bien dans le métier ou ils ont été insérés dans la branche ou dans le secteur et le métier visé avant de pouvoir réaliser une demande d'enregistrement. Donc, c'est une démarche qui est assez longue pour les certificateurs, surtout sur une première démarche de création d'une certification.
Je ne sais pas si ça répond à la question visée. Xavier, tu voulais intervenir? Ouais, je voudrais ajouter, parce qu'avec Christelle, on travaille pas mal avec des OCO, avec des branches qui de plus en plus demandent à ce que, après l'étude d'opportunité, ça c'est vraiment très important ce que vient de dire Christelle. Hein. C'est déjà la question, c'est de savoir si ça n'existe pas déjà, s'il n'y a pas déjà des blocs de compétences qui existent par ailleurs. Et donc France Compétences va de toute façon vous dire attention, n'allez pas réinventer quelque chose qui existe déjà. Donc servez-vous au maximum de la banque que nous avons déjà existante pour pouvoir favoriser ce qu'on a dit tout à l'heure, la question de la fluidité des parcours professionnels à l'intérieur d'une même filière ou entre les filières professionnelles. Donc, entre ce moment-là où on dit « Ok, go », effectivement, il y a un intérêt, il y a une pertinence à ce qu'on puisse créer quelque chose de neuf. Faites attention avec les fameuses « Oui, mais nous, c'est spécifique hein ». Faites très attention à cette affaire-là, parce qu'en face de vous, vous allez avoir des France Compétences qui vont dire « Oui, tout le monde nous dit ça », sauf que des blocs de spécifiques, on a déjà plein. Voilà. Donc, faites attention à bien faire cette étude d'opportunité préalable. Au moment où il y a le feu vert, après l'étude d'opportunité, ce qui est de plus en plus demandé, c'est une analyse du travail réel par immersion. C'est-à-dire une analyse du travail qui va permettre de s'immerger dans des entreprises qui sont des entreprises qui comportent le métier ou qui comportent une prospective de ce métier, c'est-à-dire des entreprises qui sont novatrices, qui sont innovantes, qui sont un petit peu en avance de leur temps et en avance de leur secteur, et qui préfigurent des activités du métier pour lequel vous souhaitez faire une certification. Donc, il va y avoir une analyse du travail, dans la pureté de l'analyse du travail, des sciences du travail. On fait ça en psychologie du travail, on fait ça en sociologie du travail. Il y a des gens qui font ça très bien en didactique professionnelle. L'idée, c'est d'aller voir le travail réel auprès d'experts et auprès de novices, auprès d'entreprises qui font le boulot depuis bien longtemps et d'entreprises qui sont novatrices et reconnues comme telles, socialement légitimées comme novatrices en avance, innovantes dans le secteur. Et à partir du moment où on aura ces différents angles-là, on va se dire, OK, à l'intérieur de cette analyse du travail, on va pouvoir repérer quelles sont les activités qui sont des activités qui existent déjà. On va encore refaire ce travail-là, qui existent déjà parmi d'autres activités professionnelles et celles qui sont totalement nouvelles et qu'il va falloir qualifier pour amener jusqu'à une certification et des référentiels de formation et de certification par la suite. Donc, faites bien attention à cette dimension terrain, qui est une dimension qui vous garantit que les entreprises du secteur vont être demandeuses aujourd'hui et demain de cette certification que vous souhaitez mettre en œuvre, concevoir. Merci. Alors, une autre question de Marie Fleury qui nous dit qu'elle est souvent en délicatesse avec la question suivante. Si je fais appel à un formateur externe en convention pour réaliser un module spécifique au sein d'un parcours de formation, est-on obligatoirement dans le cadre d'une sous-traitance ? Alors, tout dépend du statut de votre formateur. C'est-à-dire que si vous êtes avec une personne qui est travailleur indépendant, immatriculé auprès de l'URSSAF et que, avec un numéro de déclaration d'activité dans la plupart des cas, et que vous signez avec lui un contrat de prestation de service, oui, on est dans de la sous-traitance. Si par contre cette personne est salariée temporaire de votre organisme, on n'est pas dans un contrat de sous-traitance. Donc, bon, il faut faire attention. Alors là, vous décrivez une situation où il intervient visiblement ponctuellement dans une formation. C'est pas lui forcément qui va réaliser la totalité de l'action, ou en tout cas, mais peut-être qu'il fait un module entier. Les services de contrôle de la formation professionnelle sont assez exigeants par rapport à ces situations. Déjà auparavant, dans un certain nombre de cas, ils exigeaient donc que ces intervenants externes
dispose d'un numéro de déclaration d'activité. Et là, il faudra donc le décret dont je vous parlais tout à l'heure à encadrer les conventions de sous-traitance avec, en définissant ce qui doit figurer dans les conventions de sous-traitance. Donc, dans un certain nombre de cas, il faudra peut-être regarder si c'est pas préférable de lui faire un contrat à durée déterminée ponctuel en tant que salarié au sein de l'organisme plutôt qu'un contrat de sous-traitance qui, lui, engendrera éventuellement d'autres obligations. Sachant que, je l'ai répété tout à l'heure, l'obligation de certification Qualiopi des sous-traitants, elle ne vise que ceux qui réalisent des actions éligibles au compte personnel de formation. Et là aussi, il y a des exceptions, c'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui réalisent une toute petite partie, un certain montant de chiffre d'affaires et une toute petite partie de la formation, ils ne sont pas obligés, heureusement, pas encore, d'être certifiés Qualiopi. Mais de toute façon, ça ne vaut que pour les formations réalisées. L'obligation de certification Qualiopi des sous-traitants ne vaut que pour les actions référencées sur la plateforme Mon Compte, pour l'instant. Donc, après la réforme de 2018, la loi Avenir Professionnel, on a une nouvelle réforme qui arrive en 2022, mais qui avait déjà été initiée par la loi de 2018, c'est la réforme de la validation des acquis de l'expérience, la VAE. La VAE existe depuis très longtemps, plus de 20 ans, hein, puisqu'elle a été créée par une loi de 2002. La VAE, ça permet d'obtenir une certification, alors aujourd'hui tout ou partie d'une certification, en faisant reconnaître ces expériences, les compétences qu'on a acquis dans le cadre de ces expériences, sans nécessairement suivre de formation. Et donc, on obtient le diplôme, le titre de l'ECQP de la même façon que si on avait suivi une formation, mais enfin, pas tout à fait de la même façon, mais en tout cas, c'est le même diplôme, c'est le même titre et c'est le même CQP. La loi de 2018 avait déjà initié des évolutions du dispositif parce que c'est un dispositif qui n'a toujours pas trouvé 20 ans après son public, en tout cas l'expansion qui en était attendue. Donc la loi de 2018 avait commencé à faire évoluer un peu le dispositif, notamment sur les conditions de reconnaissance des différentes expériences, l'élargissement de la prise en charge des frais de validation, la prise en compte par exemple des périodes de mise en pratique en entreprise, etc. Donc il y avait eu une petite avancée avec la loi de 2018 et un décret qui a déjà été publié en 2019. Et puis ensuite, il y a eu une expérimentation, REVA, qui visait à faire accélérer en fait ce processus de validation, parce qu'on dit toujours la VAE c'est trop long, c'est trop administratif, c'est trop complexe, voilà. Donc une expérimentation a été mise en place pour favoriser la validation des acquis de l'expérience, notamment dans les métiers de l'aide à la personne et de l'accompagnement des personnes à domicile, par exemple, ou en situation de handicap, etc. Donc, sur un certain nombre de certifications en lien avec les métiers du sanitaire et du social. Et l'objectif était de prouver qu'on allait pouvoir raccourcir les parcours en accompagnant mieux, en renforçant l'accompagnement des candidats, qu'on allait pouvoir obtenir des validations plus importantes, des validations totales ou quasi totales et dans un temps beaucoup plus court. Donc cette expérimentation s'est déroulée entre 2020 et 2022, je crois, ou début 2023. Il y a eu un bilan d'ailleurs très intéressant. Vous trouverez, si vous faites expérimentation REVA, il y a un rapport qui a été rendu, un bilan de cette expérimentation. Et ce rapport a inspiré une nouvelle loi, en tout cas de nouvelles dispositions qui ont été introduites dans la loi de fin décembre 2022 qui s'appelait loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail, qui a modifié pas mal de choses et dont une partie parlait de la VAE, a fait avancer les choses sur la VAE, qui a été donc complétée par un décret qu'on a eu au mois de mai sur une expérimentation cette fois qui associe de la VAE et de la formation dans le cadre du contrat de professionnalisation, je vais y revenir, avec un appel à projet qui a été lancé par le ministère du Travail pour pouvoir
se lancer sur cette nouvelle expérimentation. Et là, récemment, en décembre, on a eu enfin le décret d'application de la loi de 2022 qui met en place la réforme de la VAE avec un certain nombre de changements. Alors, justement, parmi les changements, sur la réforme de la VAE en elle-même, l'action de validation des acquis, il n'y a plus de durée minimale d'expérience, c'est-à-dire qu'on peut engager une démarche de VAE dès lors qu'on a un certain nombre de compétences en lien avec la certification que l'on vise. Alors, il faut quand même avoir un peu d'expérience, même s'il n'y en a plus de durée minimale dans les textes. Si vous vous présentez sur un parcours VAE à une certification alors que ça fait 6 mois que vous exercez le métier, vous avez quand même plus de chances de valider l'intégralité des compétences. Mais on va dire que dans les textes, il n'y en a plus. En tout cas, il n'y a plus ce barrage de la durée minimale d'expérience qui auparavant était de 3 ou 5 ans, me semble-t-il, qui avait déjà été réduite à 1 an et là qui a été supprimée. Ensuite, on va pouvoir prendre en compte non seulement vos expériences professionnelles, mais aussi vos expériences extra-professionnelles. Alors, c'était déjà le cas, syndicales, bénévoles, électorales, etc. Mais, et ça c'est nouveau, vos expériences personnelles, par exemple, si vous êtes aidant familial, que vous vous occupez d'une personne âgée, d'un enfant handicapé, etc., eh bien, ces compétences que vous développez dans le cadre de vos activités qui sont des activités personnelles, vous pourrez les valoriser, par exemple, pour acquérir des certifications en lien avec les aides à la personne ou avec le handicap ou avec la petite enfance. Donc ça a été élargi par la loi de 2022 et confirmé par le décret. Et de la même façon, on va pouvoir prendre en compte toutes vos expériences de mise en pratique en entreprise qui ont été acquises pendant des périodes de formation initiale ou de formation continue, que ce soit dans le cadre de contrats en alternance, par exemple, ou dans le cadre de stages que vous auriez fait quand vous étiez élève ou étudiant. Donc, tout ça va pouvoir être pris en compte. On va pouvoir viser non plus nécessairement la totalité de la certification, mais un ou plusieurs blocs de compétences. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, on va pouvoir, dès lors qu'on peut engager une démarche de VAE uniquement pour un bloc de compétences ou pour 2 blocs de compétences, évidemment, ça va raccourcir aussi les délais de constitution du dossier VAE et ça va vous permettre d'obtenir plus rapidement, en tout cas, une partie de certification. Au passage, la loi de 2018 avait autorisé une expérimentation sur la VAE par bloc, mais il fallait que les certificateurs se portent volontaires et à ma connaissance, peu de certificateurs se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Donc là, maintenant, tout le monde peut le faire sur toutes les certifications. On peut viser seulement un ou plusieurs blocs de compétences. La loi augmente aussi la durée du congé de validation. Alors, le congé de validation, en fait, on parle de 48 heures. Donc, maintenant, c'est 48 heures maximum. C'est pas 48 heures d'affilée. C'est comme le congé bilan de compétences. Ce congé sert à la fois à permettre à la personne de travailler sur de réaliser les formalités déjà nécessaires à la validation des acquis, ensuite de travailler sur son dossier, de se faire accompagner et de se présenter devant le jury. Mais donc, ce sont des heures qui sont réparties sur une période en général de 6 à 12 mois auparavant, et là, dont on espère que ça sera raccourci, mais en tout cas, voilà, c'est pas un congé de 48 heures d'affilée. Et puis, la loi prévoit la création d'un service public de la VAE. Alors, on me dirait, il en existait déjà. Il y avait déjà, en tout cas, des points d'information, des points relais conseils, et les régions faisaient déjà de l'accompagnement à la VAE et de l'information sur la VAE. Et là, ça va passer par un portail numérique, France VAE, qui a été lancé à l'été 2023 et qui vise à la fois à sécuriser, à simplifier et à moderniser la démarche, mais qui pour l'instant ne s'applique pas à l'intégralité des certifications professionnelles. Donc pour l'instant, ce portail France VAE, il vise 200 certifications à peu près, qui sont dans 5-6 secteurs. Alors le sanitaire, le social, la grande distribution, le sport, la métallurgie,
Ouais, le sanitaire, le social, je pense que c'est les secteurs qui sont principalement visés. Et donc, on a aujourd'hui 200 certifications qui sont référencées sur cette plateforme France VAE et pour lesquelles les démarches doivent se passer maintenant de manière obligatoire par cette plateforme. Mais pour toutes les autres, ça reste encore l'ancienne procédure, j'allais dire, c'est-à-dire un formulaire CERFA pour déposer le dossier de recevabilité auprès du certificateur, et puis la recherche d'un accompagnateur, l'accompagnement à la constitution du dossier et le passage devant le jury. Cette plateforme permet aussi aux personnes, donc pour s'inscrire sur cette plateforme, il faut avoir déjà identifié la certification visée ou la partie de certification visée. Donc pour cela, on a toujours les points relais conseil VAE et les opérateurs du conseil en évolution professionnelle qui peuvent accompagner les candidats et le certificateur qui peuvent accompagner les candidats sur le choix de la certification la plus adaptée à son profil, à son parcours, à son projet. Ensuite, donc le candidat, une fois qu'il a choisi, il s'inscrit sur cette plateforme et c'est par cette interface numérique que vont passer toutes les démarches, que ça soit la mise en contact avec un architecte, donc qui s'appelle maintenant architecte accompagnateur de parcours, que ça soit les formalités administratives du dépôt du dossier de la demande de recevabilité auprès de l'organisme certificateur, que ça soit l'accompagnement qui va pouvoir être dispensé de manière individuelle ou collective, à distance ou en présentiel ou en mixte, les deux. Et c'est par là également que va passer la demande de financement de la démarche, en tout cas pour les 200 certifications qui sont sur cette plateforme d'ores et déjà, avec pour objectif de simplifier les choses. Alors ça, on verra si la pratique fait. La numérisation n'est pas forcément synonyme de simplification, on verra ce qu'il en sort. En tout cas, la plateforme a un certain succès puisque l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait plus de 14 000 inscriptions déjà qui avaient été faites à l'automne 2023 sur cette plateforme. En temps normal, sur les 10 dernières années, on a 30 000 VAE par an à l'échelle de la France. Donc voilà, en temps normal à peu près. 30 000 démarches de VAE financées. L'objectif du gouvernement avec cette plateforme, c'est de passer à 100 000, de tripler le nombre de personnes qui mobilisent de la validation des acquis. Et là, donc, sur les 3 derniers mois de 2023, il y avait déjà 14 000 personnes qui s'étaient inscrites sur cette plateforme pour entreprendre une démarche. Alors après, on verra s'ils vont jusqu'au bout de la démarche. Mais voilà, en tout cas, il y avait un certain succès de la plateforme à son lancement. Et donc, l'objectif derrière, c'est de simplifier les choses, notamment en matière de recherche de financement, mais pas que, en matière d'accompagnement, et de raccourcir les délais, puisqu'on reprochait souvent à la validation des acquis d'être très long. Donc, pour l'instant, le déploiement est progressif. Au fur et à mesure, ils vont ajouter sur cette plateforme de nouvelles certifications en lien avec les organismes certificateurs. Donc, on aura un déploiement, on va dire, dans le courant de l'année 2024 jusqu'en janvier 2025, où l'objectif affiché, en tout cas à ce jour, est d'ouvrir la plateforme à l'ensemble des démarches de VAE visant l'ensemble des certifications aujourd'hui inscrites au RNCP. Christelle doit savoir mieux que moi combien il y en a d'inscrites au RNCP, mais il y en a beaucoup. Donc, on verra si en un an, ils arrivent à faire ça pour toutes les certifications. Donc ça va évidemment changer les choses puisque de plus en plus, on va avoir donc des parcours de formation, on en a déjà parlé, qui vont être à la fois multimodaux dans leur modalité, associant du présentiel, du distanciel, de la FEST, de la réalité virtuelle ou augmentée, mais qui vont aussi être individualisés, modularisés. Christelle en a parlé tout à l'heure, notamment en lien avec les blocs de compétences, en lien avec la volonté qu'il y ait des entrées, des sorties permanentes, des parcours plus courts, aussi pour des raisons de financement. Tout à l'heure, je vous disais, les financements se sont recentrés vraiment sur les formations certifiantes et on va dire en grande partie sur l'alternance. Donc l'idée, c'est que aussi il y ait
et les entreprises autofinancent leur plan de formation puisqu'elles n'ont recours aux fonds mutualisés que lorsqu'elles ont moins de 50 salariés. Donc, de plus en plus, elles vont chercher à raccourcir les parcours de formation. Ces parcours vont être certifiants. Et donc, pour raccourcir les parcours de formation, l'un des moyens, c'est d'associer notamment de la validation des acquis et de la formation, c'est-à-dire de faire d'abord un diagnostic des compétences de la personne, de voir ce qu'il pourrait valider en VAE et de monter un parcours individualisé sur les compétences manquantes pour acquérir le bloc ou pour acquérir la certification. Donc voilà un petit peu rapidement parce que je vois que l'heure tourne, pour cette réforme de la VAE. Alors, il y a une expérimentation donc de VAE, alors elle est nommée VAE inversée, mais elle n'est pas forcément bien nommée. L'idée, c'est quoi? C'est que le ministère a lancé, la DGEFP a lancé donc un appel à projet sur lequel peuvent s'inscrire les branches professionnelles, les opérateurs de compétences, des organismes de formation, des entreprises, pour expérimenter des contrats de professionnalisation qui associeraient de la validation d'acquis et de la formation. C'est-à-dire, là aussi, alors c'est des contrats de pro qui s'adressent plutôt à des personnes, à des demandeurs d'emploi plus qu'à des jeunes en sortie de formation initiale, donc des gens qui ont déjà travaillé, qui ont déjà des compétences qui pourraient être validées dans le cadre de l'accès à une certification. Et donc, en début de contrat de professionnalisation, on va réaliser un diagnostic et on va définir s'il y a une partie des compétences de la certification visée qui pourrait être acquise par la VAE, mettre en place un accompagnement pour cela et construire un parcours individualisé de formation pour les compétences manquantes. Donc, il y a un certain nombre de projets qui ont été retenus déjà par le ministère du Travail qui vont expérimenter cette association VAE formation dans le cadre du contrat de pro. Le ministère va financer 5000 contrats jusqu'en 2026, là, donc il y a potentiellement 5000 contrats de professionnalisation qui expérimenteront cette association VAE formation. Voilà un petit peu pour la VAE. Je suis désolée, j'ai accéléré un peu, mais je vois l'heure qui tourne. C'était pour laisser le temps aux échanges. Alors, nous avons plusieurs questions sur la VAE. Comment, en tant qu'OF, pouvons-nous favoriser les VAE au sein des entreprises? Alors, la VAE, la validation d'acquis, elle est externe à l'entreprise. Mais par contre, vous pouvez valoriser le dispositif en expliquant à l'employeur que la VAE, c'est reconnaître les compétences de ses salariés par une certification officielle, notamment pour ceux qui n'en sont pas titulaires. Hein, donc, ça peut viser notamment des personnes qui travaillent dans l'entreprise depuis longtemps, mais qui ne sont pas diplômées. C'est un moyen aussi, donc c'est une reconnaissance du professionnalisme finalement de ses collaborateurs, et donc c'est un moyen aussi de fidéliser ses collaborateurs. Hein. C'est la reconnaissance aujourd'hui. Xavier, je pense, en reparlera en détail dans les autres webinaires, mais c'est vrai que parmi les éléments de motivation aujourd'hui pour rester dans une entreprise, il faut qu'il y ait autre chose que simplement le travail et le salaire. Donc c'est un moyen pour l'entreprise aussi d'accompagner la reconnaissance de ce professionnalisme, et c'est un moyen aussi de faire des économies, parce que les employeurs, il faut aussi leur parler souvent en finance, c'est un moyen de faire des économies sur le budget formation, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ils financent 200 heures de formation, là où seulement 100 ou 120 heures seraient utiles compte tenu des compétences déjà détenues par le collaborateur. Donc, on a effectivement plusieurs... c'est aussi un moyen de promotion ou de mobilité interne. Tout à l'heure, je parlais de la PROA, mais on peut faire de la VAE dans le cadre de la PROA. On peut associer dans la PROA de la VAE et de la formation. Et donc, si par exemple, il y a des réorganisations, restructurations, et qu'on a des salariés qui doivent évoluer sur des postes pour lesquels l'obtention d'une certification complémentaire, peut-être d'une formation complémentaire, mais ils possèdent peut-être déjà une partie des compétences nécessaires
pour exercer dans ce métier. Xavier parlait tout à l'heure du bloc de compétences communs sur les épées, les fleurons et les sabres laser. Voilà. Sur certains métiers, tout ce qui va être travail en équipe, voilà, il va y avoir dans tous les métiers, vous avez des blocs de compétences où on retrouve en tout cas des compétences qui peuvent être communes à plusieurs métiers. Donc peut-être que pour des évolutions internes aussi, dans le cadre de réorganisation, ça peut être un bon moyen de diminuer le coût et en associant VAE et formation. Merci. On a une autre question qui s'interroge sur comment pouvoir se faire référencer comme accompagnateur VAE. Alors, vous avez sur la plateforme France VAE un espace dédié justement aux personnes, aux organismes qui souhaitent se faire référencer comme architecte accompagnateur de parcours. Donc, je vous invite à le consulter. Il y a des petites vidéos, il y a une foire aux questions. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, il faut aller dans l'espace professionnel. Parce qu'il y a je suis candidat à la VAE ou je suis un professionnel. Et on vous explique un petit peu à la fois les modalités de référencement, mais aussi les obligations auxquelles seront soumises les accompagnateurs qui se référencent sur cette plateforme. Et je ne sais pas si vous êtes référencé au CPF, mais les obligations sont un peu les mêmes que celles des organismes qui sont référencés sur la plateforme Mon Compte, c'est-à-dire qu'on va exiger de vous quand même beaucoup de disponibilité et de réactivité. Donc, allez bien regarder quand même les conditions de référencement. Et puis ensuite, de la même façon, en matière de paiement, les conditions sont fixées par la plateforme, le paiement des accompagnateurs. Donc, il y a des conditions dans lesquelles vous êtes payé, d'autres dans lesquelles vous n'êtes pas payé, comme sur le site Mon Compte. Donc, je vous invite à aller consulter tout ça, les vidéos et la foire aux questions, pour vous faire référencer. Et après, peut-être aussi, en fonction de vos métiers, de vous rapprocher des certificateurs qui délivrent les certifications professionnelles dans le champ de votre offre de formation, parce que eux aussi ont des conditions pour habiliter éventuellement les accompagnateurs VAE pour préparer les candidats à leur certification. Merci. Madame Clonier nous demande si un salarié peut valider des compétences acquises dans une association. Oui, tout à fait. Tout ce qui est volontariat associatif ou autre, même le volontariat civique, les personnes qui ont fait aussi, les jeunes qui ont fait un volontariat international, un service civique, etc. Toutes les compétences professionnelles, extra-professionnelles, et je vous disais maintenant même personnelles, peuvent être validées dans le cadre de l'AVM. Merci. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions qui étaient présentes, sauf erreur de ma part. Ça semble bon. Je vais en profiter, Cécile, avant de vous donner la parole pour la conclusion à Christine et vous. Je trouve que c'est particulièrement éclairant de voir à quel point, dès qu'on va faire converger des aspects qui ont été soulevés par Marie-Hélène et Christelle avec ceux que je vous ai exposés au tout début, c'est particulièrement frappant quand on entend que il y a de plus en plus un financement qui va vraisemblablement se réorienter vers les entreprises et notamment les entreprises en tension. Donc, on sait qu'on a du prix qui va encore un petit peu continuer, mais c'est pas sûr que ça continue très longtemps. Donc, on va avoir des organismes de formation qui étaient beaucoup financés par des fonds régionaux, et les fonds régionaux vont être vraisemblablement de plus en plus réorientés, et notamment ils vont être réorientés dans les endroits où il y a moins de personnes éloignées de l'emploi, mais toujours des personnes qui sont éloignées de la qualification, vers les entreprises qui font partie des métiers en tension.
Et comme les entreprises qui font partie des métiers en tension, il y a 11 secteurs professionnels sur 17 qui existent référencés par l'INSEE, vous voyez que ça fait quand même un gros paquet d'entreprises, qu'elles soient des industries, qu'elles soient dans l'agriculture, l'agro-industrie ou le serviciel. Ça fait quand même un gros secteur de professionnels qui vont être impactés par ces pénuries de compétences, tout en ayant de l'autre côté du réglementaire qui vient leur demander de s'approprier et de répondre à un système de contraintes sur du numérique, de l'automation, de la robotisation, du digital, de l'écologique et de l'énergétique. Donc, on se retrouve avec d'un côté une manne, puisque c'était une manne sur le PRIC. On a bien vu à quel point ça a fait exploser les budgets quand même. Donc, on se retrouve vers des flux financiers qui vont être réorientés. Et on se retrouve donc avec ce que Marie-Hélène et Christelle vous ont expliqué, le fait que les blocs de compétences sont éligibles à financement, que 87% des financements vont sur des formations certifiantes, et derrière, vous allez avoir des entreprises qui vont dire « Ok, alors nous, on est en sous-effectif chronique. Il est hors de question de sortir de la production des salariés pour pouvoir faire des 350 heures ou du 740 heures, c'est impossible. On est déjà en sous-effectif, on va pas non plus générer de l'absentéisme. Voilà. Donc, on a besoin des gens en production. Donc, il va nous falloir des blocs de compétences parce qu'on va vraisemblablement le plus possible favoriser et valoriser la VAE. Et derrière, quand tout ou partie du titre sera validé par voie de VAE, on demandera aux OF, on ira toquer aux OF en disant bonjour, OF de la Bourgogne-Franche-Comté, je voudrais vous acheter un bloc de compétences court avec des entrées-sorties permanentes parce que moi, ma saisonnalité de production, elle est, voilà, donc du coup, je peux libérer des professionnels à tel moment, mais pas à tel autre. Et donc, il va falloir que vous me répondiez, je suis capable de vous faire du sur-mesure avec des entrées et sorties permanentes sur quelque chose qui, ce que Marie-Hélène disait, va vraisemblablement tourner autour de 120 heures, qui est certifiant et qui est donc cohérent en termes de définition d'un bloc de compétences, c'est-à-dire une activité autonome qui va pouvoir être validée par un apprenant. Donc, c'est ça qui nous est dit là aujourd'hui par la convergence de nos trois interventions avec derrière, donc, vous voyez bien à la fois un modèle économique qu'il va falloir repenser, mais également de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique. Sur l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie de validation, il y a des webinaires qui vont venir là pour vous, justement, pour vous éclairer sur ces sujets-là. Et puis, il y a une dimension que je n'ai pas citée dans le système de contraintes, c'est les mutations du rapport au savoir, du rapport à l'apprenance, de la façon dont on s'inscrit dans une trajectoire de vie avec une place du travail qui est différente de celle que nous avons, nous, autour de la table, et qu'avaient vos parents et qu'avaient vos grands-parents. Et donc, c'est cette dimension-là que nous allons explorer lors du webinaire du 5 mars, organisé par Renfort et Acto. C'était ce que je voulais vous dire comme mot de fin. Et je laisse la parole à Christine et à Cécile. Oui, merci Xavier. Mais effectivement, tu as fait une très belle transition pour amener sur cette fin de webinaire. Donc, je tenais surtout à remercier à la fois les participants pour les questions qu'ils ont pu vous poser, mais aussi merci à vous trois pour avoir mis en avant les différents enjeux de de cette évolution de la formation et de pointer justement
les choses auxquelles donc les organismes ont tout intérêt à observer, parce que bon, ça va être effectivement un enjeu pour eux en termes d'existence, en termes de développement économique, donc c'est hyper important. Et donc pour terminer, eh bien bon, comme tu l'as évoqué également, donc nous aurons un prochain webinaire justement sur cette question d'évolution des attentes des publics et des commanditaires qui sont hyper aussi intéressants et importants pour les organismes de formation, parce que c'est demain comment je fais pour perdurer dans mon activité et comment je réponds justement à toutes les obligations, et en même temps comment je satisfais les publics et le commanditaire pour pouvoir continuer dans la formation. Donc je vous remercie tous pour ce temps d'échange, et donc évidemment le replay de ce webinaire d'aujourd'hui sera disponible prochainement, et les inscriptions pour donc le webinaire du 5 mars seront d'ici peu sur le site en fort, et donc sinon n'hésitez pas à vous inscrire et à venir compléter aussi vos connaissances, et vous poser aussi toutes vos questions que vous avez besoin pour avancer. Et je renouvelle mes remerciements vraiment pour Marie-Hélène, Christelle et Xavier pour leur intervention, et merci à Cécile aussi en tant que coéquipière. Merci à vous et aux participants. Merci, bonne journée. Au revoir, bonne Merci journée. encore. Merci bien, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.